Dans les méthodes classiques de gestion et de planification, les phases ou les tâches d'un projet se succèdent les unes aux autres. Les méthodes agiles, pour leur part, cherchent à casser cette séquentialité. Cette linéarité est considérée comme source de rigidité. Scrum fait partie de ces méthodes selon lesquelles il ne faut pas attendre la fin d'une tâche pour passer à la suivante. La méthode, créée par Ken Schwaber en 1995, a cherché à appliquer à la gestion de projets l'approche incrémentale que l'on retrouve dans d'autres domaines comme le développement de logiciels avec la programmation orientée objet, l'innovation incrémentale en opposition aux innovations adjacentes ou de rupture, ou encore avec le principe de qualité totale tel qu'il fut initié par les grandes firmes japonaises dans les années 80. Mais pour que la méthode Scrum puisse porter ses fruits, il est indispensable que ces prérequis soient compris et respectés par les membres de l'équipe et également les parties prenantes du projet. En particulier le client qui va jouer un rôle interactif, mais aussi la direction de l'entreprise qui va devoir accepter un mode de gouvernance non hiérarchique. Il y a plusieurs prérequis, effectivement. Une approche itérative, déjà, par laquelle le produit ou le service à livrer ne sera pas réalisé d'un bloc, mais sous forme d'incréments qui seront l'occasion d'autant de débriefing avec le client quant à la suite à donner. Un principe d'auto-organisation aussi à accepter de l'équipe qui sera seule à décider comment se répartir le travail. Un prérequis aussi quant à la mise en commun nécessaire de différents indicateurs, comme les backlogs en particulier, permettant à tous les membres de l'équipe de visualiser au jour le jour l'avancée du projet. Dans une démarche classique de projet, les grandes phases vont se succéder de manière à respecter l'échéance qui aura été convenue avec le client, la date à laquelle le produit ou le service est censé lui être livré dans son intégralité, et ce, conformément au cahier des charges qui avait été établi en amont. Par exemple, pour le développement d'un logiciel, le projet débutera par une phase de spécification des fonctionnalités à développer, suivie par la phase de conception de ces fonctionnalités, puis du codage, puis du test du logiciel devant être livré au client. Mais avec la méthode Scrum, le projet va sur toute sa durée être divisé en autant de périodes de 2 ou 3 semaines au cours desquelles l'équipe réalisera conjointement chacune de ces phases de spécification, conception, codage et test. Cette unité de temps, ce time box de 2 ou 3 semaines, est ce que l'on appelle un sprint. Les sprints vont se dérouler selon la même durée et donner lieu à plusieurs livrables intermédiaires qui seront présentés au client. Ainsi, pour le développement d'un logiciel, on pourra par exemple décider qu'une première ébauche, ce qui serait une version alpha ou bêta du logiciel couvrant les fonctions principales, pourra être présentée au bout de 2 sprints. Cette présentation sera l'occasion, bien sûr, de faire le point avec le client sur les réalisations opérées et les fonctionnalités restant à développer. Ces livrables sont ce que l'on appelle des releases. Et selon l'échéance et la complexité du projet, on décidera quel devra en être le nombre, ainsi que le nombre de sprints nécessaires pour réaliser chacun d'eux. Ces décisions sur les sprints et les releases seront le fait de celui qui, à défaut d'en être le chef de projet, en sera le responsable, le Product Owner. Le Product Owner, ou PO, est donc responsable du projet vis-à-vis du client et de la direction de l'entreprise. Toutefois, il n'est pas censé exercer une autorité hiérarchique au sein de l'équipe. C'est généralement quelqu'un d'expérimenté dans le domaine et capable de décider des délais de livraison, du nombre de releases, donc ces livrables intermédiaires, qu'il sera pertinent de présenter au client, ainsi que du nombre de sprints que l'équipe devra réaliser. Le PO n'est pas censé expliquer à l'équipe de quelle manière elle doit se répartir le travail pour respecter le canevas qui lui aura été présenté.
Composée de 5 à 9 personnes, l'équipe devra être capable de s'organiser librement au regard des compétences et des affinités. Si le product owner devait outrepasser son rôle et adopter par exemple une attitude plus dirigiste de l'équipe, alors intervient le Scrum Master. Celui-ci agit un peu comme un arbitre pour s'assurer que les règles de fonctionnement du Scrum sont respectées. Sans chercher à influencer les décisions, c'est lui qui gère les tensions, assure les conditions nécessaires au bon déroulement des sprints et anime également les réunions quotidiennes ou de fin de sprint. En termes de démarche, Scrum va démarrer lorsque le Product Owner exposera à l'équipe quels sont les besoins du client et les fonctionnalités qui doivent être développées. Toutefois, au lieu de se baser sur un cahier des charges, le PO va retranscrire le discours que lui a tenu le client, la manière dont il s'est exprimé à l'oral sur ses besoins, sur les fonctionnalités fondamentales, nécessaires et accessoires qui seraient à développer. Dans Scrum, la narration occupe une place centrale des besoins tels qu'ils ont été exprimés depuis la bouche du client. C'est ce que l'on nomme les stories ou user stories. Un premier travail du product owner va être donc fort de son expérience de décider du nombre de sprints et de releases. Il faut donc considérer que le produit ou service qui sera au final livré au client sera le fruit de livrables intermédiaires, donc ces fameux releases, qui en auront été autant d'ébauches. Ces releases seront donc accomplis selon des sprints de 2 à 3 semaines chacun, durant lesquels les développements se feront de manière incrémentale, l'équipe enchaînant alors des tâches de spécification, de conception, de réalisation et de test.